Bonjour à tous. Donc, Fanny Verport, je suis responsable commercial et marketing de VTI et nous allons vous parler aujourd'hui avec Patrick Fretz qui m'accompagne. Donc, Patrick qui est directeur général de VTI. Nous allons vous parler de la place de la ventilation dans la rénovation énergétique et de l'impact d'un système de ventilation sur la qualité d'air intérieur. Donc, je vais vous présenter la société VTI, qui sommes-nous. Ensuite, nous parlerons des enjeux liés à la ventilation et donc à cet impact du système de ventilation sur la qualité d'air intérieur. Je vais vous expliquer le principe de ventilation générale et permanente. Ensuite, Patrick va prendre le relais en vous expliquant le fonctionnement d'un audit d'un système de ventilation, puis des champs d'action de la ventilation en fonction du mode de production de CS, et aussi le passage en revue par la suite des champs d'intervention de nos systèmes, à savoir l'extraction des gaz brûlés, la ventilation mécanique basse pression et aussi la ventilation naturelle et hybride. Voilà. Et ensuite, Patrick va clôturer en vous parlant d'une donnée à ne pas négliger pour vous assurer du bon fonctionnement des systèmes en mode réception de chantier. Ça va être le contrôle des installations en toiture ainsi que le contrôle des installations des intérieurs logements. Donc VTI, qui sommes-nous? Donc VTI, nous sommes pionniers de la ventilation hybride et basse pression pour les bâtiments construits avant 1982. Donc on est spécialiste de la rénovation énergétique des logements sociaux et des copropriétés. Voilà, donc nous sommes basés, pour la petite histoire, dans l'Hérault, dans le bassin montpelliérain, près de Sète. Et donc, nous sommes, l'acronyme de VTI, c'est là où je voulais en venir, signifie ventilation, technicité et innovation, puisqu'effectivement, depuis 37 ans, le moteur de VTI est l'innovation. De par son fonctionnement, donc un bureau d'études internes qui conceptualise et qui innove en permanence ces systèmes de ventilation. Et donc, nous avons, grâce à ce bureau d'études, la chance d'exploiter nos propres brevets, mais aussi de fabriquer nos systèmes nous-mêmes dans notre unité de production à Frontignan. Voilà, donc vous l'aurez compris, nous sommes basés sur le réseau, nous sommes présents de façon nationale, donc une équipe de prescripteurs présents auprès des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre également dans la prescription de nos systèmes, dans l'accompagnement, mais aussi un réseau national de partenaires installateurs de nos systèmes. Voilà, donc 20 systèmes au total en ventilation, 1200 entreprises qui nous font confiance, 2 millions d'extracteurs vendus depuis notre création en 1983, et aussi une agence en Île-de-France. Voilà. Donc, j'en profite pour faire une aparté, puisqu'aujourd'hui, mercredi 16 septembre, est la journée nationale de la qualité de l'air. Donc, ça tombe bien, puisque c'est notre préoccupation première en tant que fabricant de systèmes de ventilation, la qualité de l'air intérieur. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on va parler de la qualité d'air dans sa globalité, c'est-à-dire l'air extérieur et l'air intérieur. Donc, on entend par air extérieur en général la pollution. Donc, la pollution qui est quand même la troisième cause de mortalité en France par an. Mais ce qui nous intéresse et nos systèmes traitent aujourd'hui la qualité d'air intérieur. Donc, elle est tout aussi importante puisqu'il faut savoir, et c'est plutôt méconnu, on le sait assez peu, que nous passons 90% de notre temps quotidien en espace clos, donc à l'intérieur, et que cet air est en fait 5 à 8 fois plus pollué qu'un air extérieur. Donc, ça représente un coût pour la collectivité de 19 milliards d'euros par an et 20 000 décès prématurés par an. Voilà. Donc, on comprend tout de suite que c'est un enjeu sanitaire de santé publique, mais aussi, je viens de vous le dire, la première préoccupation d'un fabricant tel que nous de systèmes de ventilation. Donc, c'est très simple. L'air intérieur, en fait, est composé de toute une somme de polluants, en fait, présents à l'intérieur du logement, qui sont la résultante d'une activité l'activité humaine à l'intérieur du logement, mais aussi, ça peut venir aussi des matériaux d'ameublement présents dans le logement eux-mêmes, qui polluent. Et donc, en fait, toute cette somme de polluants intérieurs vont créer des pathologies allergènes et des pathologies respiratoires
d'où cet enjeu sanitaire sur la qualité d'air intérieur. Voilà, donc pour conclure, on peut dire qu'une meilleure qualité d'air intérieur, une meilleure QAI, comme on l'appelle, est aussi synonyme de meilleure qualité de vie. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Patrick concernant les enjeux liés à la ventilation. Voilà, donc les enjeux liés à la ventilation sont au nombre de 4, éventuellement de 5, si on y ajoutait l'intégration esthétique et architecturale des systèmes de ventilation pour leur partie extérieure. Le premier, bien sûr, comme Fanny vient d'en parler, c'est la qualité de l'air intérieur. Alors, cette qualité de l'air intérieur, en fait, elle est liée à trois polluants qu'on peut classer en trois grandes familles. Des polluants chimiques, donc la fumée de cigarette, les composés organiques volatiles qui sont présents dans 80 à 100% des logements, les composés organiques semi-volatiles, le monoxyde de carbone, le plus dangereux en termes d'exposition, de courte exposition, le dioxyde de soufre et puis l'oxyde d'azote et le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote. Ensuite, on a la famille des polluants biologiques, hein, tout ce qui est moisissure, allergènes, le radon présent à l'état naturel, et puis des polluants physiques, donc le bruit, l'amiante, les fibres minérales comme la laine de verre, etc. On voit sur le graphique ici que les polluants intérieurs sont bien plus élevés qu'en extérieur, notamment tout ce qui est formaldéhyde, voilà, qui atteignent des concentrations assez importantes. Donc, cette qualité de l'air, elle a été mesurée entre 2003 et 2005 par l'OQAI, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et une seconde campagne va démarrer ce mois-ci, en septembre 2020, jusqu'en 2022. Donc, c'est la campagne nationale Logement 2 menée par l'OQAI avec l'ADEME, qui va donc durer de 3 ans et qui va nous apporter d'autres données sur cette pollution de l'air intérieur. L'autre enjeu, c'est bien sûr la performance énergétique. Et le problème qu'on peut avoir quand on est un responsable de projet en bureau d'études ou un syndic, c'est choisir, parce qu'il y a un choix à faire entre deux forces opposées, la qualité de l'air et puis la performance énergétique, puisqu'en fait, pour obtenir une qualité d'air intérieur intéressante, enfin la plus optimale possible, il faut ventiler, il faut renouveler l'air intérieur de manière conséquente, et cela va à l'encontre de la performance énergétique. Donc, s'il y a un choix à faire, un arbitrage à faire, et puis il faut essayer d'obtenir le meilleur compromis entre différentes versions de systèmes de ventilation qui partent du plus bas en termes de taux de renouvellement d'air jusqu'à la version autoréglable qui, elle, renouvelle un peu plus de la moitié du volume du logement en 1 heure. Voilà, donc c'est une question un peu technique, mais voilà, c'est important de le savoir. Le troisième enjeu, c'est la sécurité incendie. Alors là, j'attire l'attention de toute l'assistance sur cette question-là, parce qu'elle nécessite d'avoir recours à des entreprises installatrices qui soient des expertes, ou en tout cas au moins des spécialistes dans le domaine, puisque une mauvaise installation d'un système de ventilation peut mettre en péril la sécurité incendie de tout un bâtiment. Donc voilà, c'est très très important et il faut vraiment faire appel à des entreprises solides. Donc voilà. Et puis le confort acoustique, qui est un autre enjeu important. Là, on parle de 4 points, hein. C'est les bruits générés par le système de ventilation. Les bruits, le système ne doit pas trop favoriser la transmission du bruit d'un étage à un autre. Et puis, il ne doit pas non plus trop affaiblir l'isolation acoustique des appartements vis-à-vis des bruits extérieurs, donc notamment les passages d'avions, les grands axes routiers, etc. Donc voilà, on a ces quatre grands enjeux sur lesquels il faut être très vigilant. Je laisse la parole à Fanny pour la suite. Oui, donc je vais continuer pour vous parler de ce principe de ventilation générale et permanente qui en fait est instauré par l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération sur les logements. Donc c'est en fait une rénovation qui va permettre de passer d'une ventilation pièce par pièce à cette ventilation générale et permanente. Donc je m'explique, on voit le schéma ici, je pense qu'il est
il est assez significatif. Donc, vous avez en fait l'entrée d'air neuf qui arrive par les entrées d'air posées sur les huisseries intérieures des pièces principales, donc des pièces non techniques. Vous avez un détalonnage des portes qui doit être effectué, donc un espace en bas de la porte pour permettre la circulation de l'air, et une extraction de l'air vicié, de l'air chargé de polluants, par les bouches d'extraction dans les pièces techniques, voilà, dans les pièces où sont produites de l'humidité, etc. Donc, on va parler d'un système de balayage, en fait, tout simplement parce qu'on voit bien la circulation de l'air dans le logement qui va se faire sous forme de balayage. Donc, quels sont les enjeux? Quel est le but de cette ventilation générale et permanente et de cet arrêté d'octobre 1969? Eh bien, ça va être d'assainir le logement pour préserver donc, cette santé des occupants dont je vous parlais précédemment, lutter contre toute cette humidité dans le logement qui crée une dégradation du bâti. Donc, il y a aussi ici un enjeu de conservation du patrimoine. Voilà, de conserver le patrimoine et également d'améliorer le confort olfactif pour les occupants. Je vous laisse continuer, Patrick, pour les audits. Merci. Donc au niveau d'un audit d'un système de ventilation en copropriété, là aussi il faut faire appel à des entreprises qui sont spécialistes. Pourquoi? En copropriété, l'audit d'un système de ventilation est bien plus complexe que dans un immeuble de logements sociaux. Pour la simple et bonne raison que des copropriétaires ont pu faire au cours de la vie du bâtiment des choix différents en termes de mode de production d'eau chaude sanitaire, de type de chaudière, de poêles, de branchement de poêles par exemple, de destruction des conduits, ça peut arriver pour gagner de l'espace. J'ai déjà vu ça dans des appartements à Paris de manière un peu sauvage. Et si on ne fait pas attention à ça, on va investir dans un système de ventilation qui ne fonctionnera pas très bien. Donc il faut vraiment faire appel à une entreprise qui va bien faire attention à la localisation des conduits, qui va, comme vous le voyez sur la partie de gauche, quand même faire un diagnostic sérieux avec les forces motrices, notamment le vent en présence, la présence d'obstacles, la répartition des logements dans le bâtiment et tout un ensemble d'autres points qui sont importants à signaler. Et puis sur la partie de droite, donc on parle du diagnostic des conduits de ventilation naturelle avant travaux. J'insiste bien, cela doit se faire avant travaux. Dès la partie estimation, dès la partie avant projet, il est important de missionner une entreprise. Donc là, je m'adresse plutôt au bureau d'études et aux architectes, de missionner une entreprise à même de pouvoir réaliser en fait une inspection vidéo des conduits, à minima de tirer des fumigènes pour repérer les conduits depuis l'extérieur, mais l'idéal c'est de le faire par une inspection vidéo. Alors en général, les entreprises qui possèdent des caméras sont des entreprises qui connaissent les conduits, mais voilà, il faut quand même faire attention. Ce diagnostic des conduits va nous permettre de vérifier plusieurs points. Tout d'abord que le conduit est bien, comment dire, est vide. La première chose qui est importante, c'est qu'il soit vide, qu'il n'y ait aucune obstruction importante, qu'il soit continu du début à la fin. Parfois, vous avez, je suis tombé sur de tels cas en Île-de-France, des boisseaux qui ont pu être inversés, des conduits qui sont totalement bouchés, des parties qui à la construction n'ont pas été percées, des réservations qui n'ont pas été faites. Voilà, donc il faut vraiment s'assurer que les conduits sont bons, que les jointures soient bien faites, qu'il n'y ait pas de défauts, de trous trop importants dans le conduit. Et ensuite, il faut s'assurer que ces conduits, qu'ils soient individuels, collectifs, shunt ou Alsace, que ces conduits répondent bien à la réglementation de l'époque qui a été dictée dans les années 50, enfin, pour les conduits individuels bien avant, mais pour les conduits collectifs shunt, par exemple, dans les années 50. Donc il faut une entreprise sérieuse pour ce type de diagnostic. Alors voilà, le lien peut être effectué avec le sujet d'aujourd'hui, hein,
les modes de chauffage et l'eau chaude sanitaire. C'est en effet le premier critère que l'on prend en considération quand on est un spécialiste de la ventilation. On s'assure on s'assure de la présence de chaudières ou non raccordées sur les conduits. Si c'est le cas, on a des familles, en tout cas chez VTI, nous avons une famille qui est spécifique à ce type de configuration. C'est les systèmes de ventilation, les solutions pardon, de ventilation et d'extraction des gaz brûlés. Et si ce n'est pas le cas, nous avons là des systèmes qui qui sont spécialement destinés à la ventilation et à l'évacuation de l'air vicié, pardon. Et donc, au total, vous voyez qu'on a un peu plus d'une quinzaine de systèmes pardon. On a 16 solutions de ventilation, donc on répond à 95, quasiment 100% des configurations que l'on rencontre pour tous les bâtiments qui sont construits avant 1982. Nous avons toujours une solution qui répond à une configuration. Tous nos systèmes sont basse pression, c'est-à-dire qu'ils vont être adaptés à la réexploitation des conduits de ventilation naturelle, conduits de ventilation individuels ou collectifs. Voilà, Fanny. Alors voilà pour la famille ventilation et extraction des gaz brûlés. Ce sont les systèmes qui ont permis à VTI d'exister, puisqu'en 1979, feu Michel Zaniewski a inventé l'extracteur statomécanique. Donc c'était un système qui permettait d'être une alternative à la VMC gaz. Et le slogan de l'époque, c'était la VMC, les avantages de la VMC sans les inconvénients. C'est-à-dire que c'est un système qui ne nécessite pas de liens électriques, de câblage électrique entre les extracteurs et les chaudières. Ils permettent aux chaudières de fonctionner en tirage naturel et en cas de défaut, d'assurer une évacuation des gaz brûlés sans assistance mécanique et sans mise en sécurité des chaudières. Donc voilà, ce sont des systèmes qui fonctionnent avec ces extracteurs qui sont dits anti-refouleurs, donc qui assurent une sécurité optimale pour les copropriétaires, qui assure un fonctionnement optimal également en engendrant une dépression parfaitement adaptée aux chaudières et aux chauffe-bains. Et donc on a un pilotage qui se fait grâce à une unité de gestion électronique qui, en fonction des forces naturelles, le vent et les différences de température, va ordonner au système de fonctionner en mode mécanique ou en mode naturel. Donc c'est un système qui est très pratique, qui est économique, qui ne présente aucun danger et qui est couvert par un cahier des charges approuvé par le bureau de contrôle Socotec, voilà, qui certifie qu'il est bien conforme au DTU en vigueur pour tout ce qui est fumisterie. Voilà, Fanny. Parfait, donc je vais prendre le relais en vous parlant de ventilation mécanique basse pression. Donc vous voyez ici l'unité de ventilation sur la droite, le VTR Evo, et vous avez une photo de mise en situation d'une réalisation chantier que nous avons effectuée. Alors cette unité de ventilation, elle est basse pression et très basse consommation. Elle a été primée par le label Éco-conception basse pression, qui est le label ERP Ready. Donc, ça atteste en fait de l'efficacité énergétique et de la faible consommation du système. Donc, l'objectif de cette directive éco-conception, qui est une directive européenne, on commence à les connaître aujourd'hui, ce sont réduire l'impact environnemental des produits, donc ces fameuses émissions de gaz à effet de serre, et aussi d'informer les consommateurs sur la performance environnementale des produits qu'ils achètent. Donc, pourquoi on parle de basse pression? Eh bien, tout simplement, Patrick vient de l'évoquer, puisqu'on réutilise le conduit maçonné existant. Donc, déjà, ça va représenter un coût moins élevé dans l'installation globale du système. Et ce sont en fait un type de conduits, donc les conduits Schundt, individuels ou Alsace, qui sont prévus pour fonctionner à de très basses niveaux de dépression, en fait, c'est-à-dire inférieur à 35 pascal. Voilà. Donc, on comprend bien que sur ce type de conduit existant maçonné, il est presque impossible, il sera caduque de tenter d'installer un système de VMC classique.
Voilà, donc on se base toujours sur le système de ventilation générale et permanente dont je vous ai parlé précédemment, donc avec une entrée d'air neuf présente sur les huisseries intérieures des pièces principales, des bouches d'extraction dans les pièces techniques, voilà. Et puis ensuite, l'extracteur en toiture, jusque-là. Un plénum de raccordement qui sera posé par recouvrement ou par piquage en sortie de conduit. Et donc, ce plénum, qui est une pièce qui sera fabriquée sur mesure et qui sera la pièce de liaison entre le réseau oriental et le conduit, la sortie de conduit. Voilà. Et donc, réseau, vous aurez compris, qui sera relié aussi à l'unité de ventilation. Vous avez également la possibilité de faire une création de conduits en intérieur logement lorsqu'il y a des cas de sanitaire dépourvu de conduits. Donc, tout simplement avec une traînasse PVC qui va permettre de relier ces pièces dépourvues de conduits. Et puis, vous avez cette unité de ventilation en toiture ou en comble, BTR Evo, qui va assurer une extraction permanente, mais dont les débits extraits seront réglés, paramétrés grâce à une unité de gestion électronique. Voilà. Donc, cette unité de gestion électronique, elle a aussi la possibilité d'être pilotée et télésurveillée à distance. Donc, ça s'appelle l'Infobox Révolution, que vous avez ici en bas à droite. Et donc, c'est tout simplement une communication en 3G à l'aide d'un module qui s'appelle Ventilcom et qui sera en fait une possibilité d'aller-retour. C'est-à-dire que ce système va pouvoir permettre aux maîtres d'ouvrage ou aux entreprises de maintenance de paramétrer à distance leurs installations, donc les débits, les pressions, les vitesses de débit et de pression, les plages horaires, etc., mais aussi d'avoir un retour d'information de ces systèmes sous forme d'alerte en cas de défaillance d'un système, avec une géolocalisation du système défaillant, le cas échéant, ce qui permet vraiment une intervention sur les systèmes beaucoup plus rapide que s'il avait fallu attendre de détecter la panne ou la faille, d'envoyer une personne sur place, etc. Donc là, vous avez vraiment une optimisation de l'entretien et de la maintenance grâce à ce système Infobox Révolution. Alors, il y a également, ce sont des systèmes qui sont bien sûr sous avis technique, donc également qui sont éligibles au certificat d'économie d'énergie. Donc, mes prédécesseurs en ont déjà parlé, ils l'ont déjà évoqué. Donc, ça fera écho aux maîtres d'ouvrage collecteurs de ces certificats d'économie d'énergie. Voilà pour la ventilation mécanique basse pression. Et je vais passer maintenant donc, à la ventilation naturelle et hybride. Voilà, donc vous avez le schéma de fonctionnement qui va résumer la façon dont fonctionne cette ventilation naturelle hybride. Et ici, ce sera des extracteurs en toiture. Donc, on est toujours dans le domaine d'emploi des bâtiments collectifs construits avant 1982 avec réutilisation des conduits maçonnés existants, ça n'a pas changé. Et donc, en fait, ce système va venir optimiser le principe de la ventilation naturelle dont vous parlez, Patrick, tout à l'heure notamment. Donc, c'est-à-dire l'optimisation des forces motrices naturellement disponibles, c'est-à-dire ce tirage éolien, la force du vent, et le tirage thermique qui résulte d'une différence de température entre la température d'air à l'entrée dans le logement et la température de l'air à sa sortie, à son extraction. Voilà, donc ce qui va permettre de réguler la pression disponible à tous les étages du bâtiment. Donc cet extracteur Maxivent, en fait, il est, de par sa conception à la base, vous voyez sa base ici, vous avez une photo d'une réalisation. Donc, il y a un cône à sa base qui, de par sa forme conique, en fait, va permettre un effet Venturi. Alors, qu'est-ce que l'effet Venturi? Déjà, ce cône a été breveté par VTI, ça, il faut le savoir. Et en fait, de par sa forme, il va multiplier la force du vent et générer une dépression complémentaire au tirage éolien, tout simplement. Voilà, donc il y a aussi un système anti-refouleur qui va permettre d'éviter la pénétration d'eau et d'air par refoulement dans les conduits. Voilà. Et toujours ce système, vous le voyez, d'entrée d'air, d'entrée d'air des pièces principales, d'extraction, de bouches d'extraction dans les pièces techniques et donc d'extraction en toiture de ces extracteurs. Voilà, donc en toiture, qu'est-ce qui nous permet d'optimiser le tirage éolien et le tirage thermique? Eh bien, c'est tout simplement un anémomètre qui va mesurer la force du vent et aussi une sonde de température qui va pouvoir permettre de calculer la température extérieure.
et donc si vous voulez, de basculer, donc de laisser en système naturel lorsque les forces motrices sont suffisantes, donc lorsque les températures sont fraîches à l'extérieur, donc forcément le tirage thermique, l'air chauffé d'intérieur va créer un tirage thermique optimal, et aussi lorsqu'il y a une force éolienne, donc là le mode naturel va rester, mais par contre le mode hybride, donc le moteur va s'enclencher à partir du moment où ce tirage thermique et éolien sont insuffisants. Donc une température extérieure plus chaude et puis peu de vent. Voilà. Donc tout ça est piloté par encore une fois une unité de gestion électronique, et puis aussi compatible avec le système Infobox Révolution dont je vous parlais précédemment pour la ventilation basse pression. Donc ce système connecté qui permet de paramétrer et de télésurveiller les installations. Voilà, donc, et ce sont également des systèmes sous avis technique éligibles au certificat d'économie d'énergie dont nous venons de parler. Je laisse la parole à Patrick pour conclure. Oui, alors voilà. merci. Après avoir continué, s'il vous plaît, Fanny, parce que je ne vois pas. Pardon. Voilà, donc le dernier point, comment réceptionner une installation collective, un point très très important, parce qu'il ne suffit pas d'auditer, il ne suffit pas d'installer, il faut quand même s'assurer qu'ensuite le système fonctionne très bien. Donc là aussi, d'où l'intérêt de faire appel à des entreprises sérieuses. Comme nous vous l'avons dit, nous avons un réseau de partenaires installateurs qui suivent des processus particuliers, qui connaissent la réglementation et qui répondent au processus de contrôle des installations VTI. Et donc, il est important de faire appel à des entreprises qui connaissent ces règles-là. VTI a également des assistants techniques chantiers qui vont venir en cours d'opération ou en fin d'opération procéder à ces contrôles. Hein. Donc en toiture, il faut contrôler que les paramètres de régulation ont été rentrés correctement, parce que nous avons des paramètres de régulation de l'électronique qui sont assez fins. Donc il faut s'assurer qu'ils ont été bien intégrés dans l'électronique par l'installateur. S'assurer que les disjoncteurs sont bons, sont bien calibrés, que les sections de câbles également sont suffisantes et conformes à nos cahiers des charges, que les réseaux sont bien dimensionnés, que les sections sont bonnes, que les raccords sont bien effectués, qu'ils soient parfaitement étanches. S'assurer également qu'il y a un report alarme. Alors, soit un report alarme filaire, comme cela se fait traditionnellement, ou alors en utilisant un système de type Infobox Révolution, s'assurer que la communication se fait bien entre le système et les serveurs de VTI. Et on fait également des simulations de panne pour être sûr que justement le défaut est communiqué à soit au voyant qui est présent au rez-de-chaussée du bâtiment, soit au serveur. Et au niveau des logements, là c'est un point très très important aussi, peut-être plus important encore qu'en toiture, s'assurer que les entrées d'air ont été placées au bon endroit, qu'on a placé les bonnes entrées d'air au bon endroit, en quantité suffisante, que les bouches d'extraction de la même manière ont été installées au bon endroit, qu'elles sont bien conformes aux avis techniques et au cahier des charges de VTI, que les détalonnages ont été bien effectués. En gros, que la circulation de l'air depuis l'entrée, c'est-à-dire depuis la fenêtre jusqu'à la bouche d'extraction, n'est pas du tout obstruée. Et un point important, c'est celui qu'on utilise vraiment pour dire le système fonctionne ou le système ne fonctionne pas, c'est la mesure de débit, donc 1 mètre cube par heure, ou la mesure de dépression directement aux bouches d'extraction, sur un échantillon représentatif de logement. Donc ça peut aller pour des petites opérations, disons en dessous de 10 logements, ça peut être 50%, et puis pour de plus grosses opérations, on va forcément diminuer le taux, enfin le nombre de logements mesurés, pris dans l'échantillon, et on va se retrouver à entre 10 et 20%. Voilà, donc on a des tableaux très précis pour ça, les installateurs ont ces tableaux-là aussi. Et c'est ce qui nous permet de dire que le système fonctionne en fin d'installation. Donc c'est une liste non exhaustive, il y a d'autres critères à prendre en compte, mais ce sont les plus importants qui sont là à l'écran. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Voilà, pour moi c'est fini. Merci pour votre attention. Merci à tous les deux pour cette présentation très complète finalement
extrêmement technique parce que vous avez plein de solutions et donc ce que j'ai compris, c'est quand même une espèce de sûrement une matrice hein, en fonction des contraintes techniques que vous pouvez avoir et des solutions qui peuvent être proposées. Donc ça, c'est bien sûr bien sûr un vrai métier. Alors moi, j'avais une question à vous poser déjà. Il y en a plusieurs de la part du public. La première, c'est vous parlez de ventilation connectée. Alors bon, là, peut-être que je veux pas vous embringuer dans le logement tertiaire, dans les bâtiments tertiaires, pardon. Hein. On reste quand même dans le logement, mais est-ce que aujourd'hui, je sais que pour le chauffage, de plus en plus, on pilote le chauffage en fonction des usages. Est-ce que le logement est utilisé, pas utilisé? Et est-ce que et donc du coup, ce que je voyais, c'est un lien aussi avec la ventilation. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait la même chose sur les ventilations et on regarde les usages et on est capable d'adapter ça et on le branche avec quelque part avec le chauffage également? Alors, en l'état actuel des techniques, oui et non. Disons qu'il y a des campagnes qui sont effectuées, comme je vous le disais, par l'OQAI, qui permettent de récolter des données grâce à des capteurs. Hein. Donc, des laboratoires français ont été désignés pour ça, pour instrumenter les logements, récupérer des informations relatives au comportement des locataires ou des copropriétaires en fonction des bâtiments. Et puis aussi de récolter des données physiques sur les débits, les dépressions qui sont à l'œuvre en fait dans les appartements. Et en l'état actuel des techniques, il n'y a pas vraiment de fabricant qui ait aujourd'hui une solution de ventilation connectée dans les logements. Mais Ouais. il faut peut-être penser que voilà, ce sont des solutions qui sont en cours d'élaboration. Oui, parce qu'une fois qu'on l'a connecté, après, on peut imaginer qu'on puisse donner, le piloter et donner d'autres Tout à informations. fait. Parce que rappelons juste les chiffres, je ne sais pas si j'ai rappelé cet après-midi, mais c'est 9 millions de personnes qui ont été en télétravail. Ça fait 33% des salariés. 700 000, on les oublie trop souvent, les indépendants qui ont été en télétravail Mm. également. Et donc aujourd'hui, la qualité de l'air, vous en parliez, est essentielle. Et donc dans le logement et la ventilation, du coup, joue ce rôle-là. Il y a une question de Martial qui dit les systèmes de ventilation peuvent-ils convenir dans des locaux humides à assécher? Alors voilà, effectivement, on a beaucoup dans les grandes villes de plus en plus les souplex, peut-être aussi, vous savez, c'est ces appartements qui sont en sous-sol sur lesquels il y a une forte humidité. Oui, tout à fait. C'est un des buts premiers hein, des systèmes de ventilation, c'est de chasser l'humidité. Donc, plus vous allez avoir un débit intéressant dans une pièce technique, et plus vous allez naturellement assécher cette pièce. Donc, tout à fait, c'est un des buts premiers du système de ventilation. Ouais. Ouais. En termes d'aide, vous avez parlé des aides, mais est-ce qu'on peut donner, là c'est une question de Benjamin qui dit quelles aides peuvent être mobilisées pour auditer et rénover un système de ventilation complet. Alors là, on est plus sur l'audit, on est aussi sur l'audit. Hein. Est-ce qu'il y a des aides à l'audit et c'est quoi le pourcentage à peu près pour donner une enveloppe hein, des aides de la rénovation, si on a quelques chiffres comme ça à donner en pâture Oui. euh, Alors malheureusement non, c'est une question que je maîtrise pas trop, mais si l'auditeur a la chance d'être en Île-de-France, il a comme support en fait créé par l'agence parisienne du climat. Donc l'agence parisienne du climat est très importante dans la rénovation des copropriétés à Paris. Hein, enfin pas à Paris pardon, en Île-de-France. Et puis toutes les agences locales de l'énergie qui sont aussi présentes sur le terrain, je dirais. L'Agence parisienne du climat a créé, si je ne m'abuse, vers 2015, peut-être 2015-2016, l'outil Coach CoPro. Donc Oui, l'outil Coach CoPro, c'est l'outil qui permet à tout copropriétaire comment dire, de soumettre son projet de réhabilitation à l'Agence parisienne du climat et puis de bénéficier d'énormément d'informations et de conseils, d'un accompagnement pour justement lever des subventions. Donc, je dirais que la première chose à faire, c'est d'aller sur Google et de taper Coach CoPro et de rentrer en contact avec l'Agence parisienne du climat. Vous serez forcément très très bien aidé. oui, c'est finalement aller au devant des agences locales de l'énergie, finalement, qui est le guichet unique aussi pour vous diriger sur les différentes aides. C'est ce que vous détaillez, Patrick, C'est pour ça, bénéficier des différentes aides. tout à fait. Euh, une petite dernière question là, sur la Covid, là, je ne pouvais pas ne pas vous la poser, mais est-ce qu'il y a eu des impacts sur les ventilations? Est-ce que vous avez
Parce que finalement, il fallait maintenir ces systèmes. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un enjeu important. Et donc, comment ça a été vécu cette période? Alors, il n'y a pas eu l'impact direct. Ça a été bien sûr une chute d'activité à partir de mars, puisque tous les chantiers ont été arrêtés, que ce soit en copropriété, enfin tous les chantiers, en disons 90% des chantiers ont été arrêtés en copropriété ou en logements sociaux. Malheureusement, je dirais qu'il aurait été intéressant pendant cette période, enfin la période qui nous occupe toujours, de crise sanitaire, de faire quelque chose au niveau du renouvellement d'air. Parce qu'on a beaucoup agi en termes de relance économique. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement il y a quelques jours. Mais il aurait été intéressant de temporairement, je dirais, enfin, pas sacrifier, mais en tout cas réduire les impératifs énergétiques pendant une période de quelques mois jusqu'à la fin de la crise, disons, et de favoriser la QAI. Tout ça en privilégiant, par exemple, les fonctionnements autoréglables qui permettent d'avoir des taux de renouvellement d'air plus importants que ce qui est aujourd'hui favorisé dans les moteurs de calcul thermique, les versions Hygro A et Hygro B qui vraiment minimisent les débits extraits et donc ne permettent pas d'extraire facilement et rapidement des virus qui peuvent être en suspension dans un logement s'il est mal ventilé ou enfin voilà. Je pense qu'il aurait été intéressant de pouvoir déroger pendant quelques mois à ces impératifs énergétiques. Mais voilà, ça n'engage que moi. Et puis, Mais voilà, mettre le curseur, vous voulez dire plus sur la ventilation et un peu sur la moins sur l'énergie, parce que finalement, quand on ventile, on oui, refroidit aussi le oui, logement. voilà, Et donc, mais temporairement, c'est-à-dire qu'il il était facile et rapide. On aurait pu rapidement, si vous voulez passer d'un système à l'autre, commencer à installer un système de ventilation autoréglable dans les parties privatives. Et une fois la crise passée, juste remplacer ces composants en question. Et ça aurait été rapide et bon, coûteux, mais comparé aux coûts liés peut-être à la pandémie qui nous affecte, ça aurait été peut-être intéressant. d'accord, même s'il y a des gens du ministère qui nous écoutent, il y en avait ce matin avec nous, peut-être à bon entendeur, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Alors, il y a une petite remarque de Gilles qui dit « Je suis constructeur de maisons bois et la basse pression reste pour nous un choix qui permet de maintenir un taux d'humidité constant. » Un petit commentaire là-dessus. Oui, oui, bah écoutez, c'est toujours pareil, hein, c'est notre préoccupation première, c'est de maintenir une QAI intéressante. Dans la QAI, vous avez l'humidité qui représente une partie importante. Donc en effet, que vous soyez une entreprise de réhabilitation de copropriété ou constructeur de maisons, les systèmes de ventilation sont toujours intéressants. Et puis les systèmes de ventilation basse pression ont leur intérêt et leur place dans toutes ces opérations-là. Oui. Voilà, merci beaucoup alors Patrick Merci à vous. et Fanny.